Bonjour à tous, désolée pour le petit démarrage sur la connexion, on a eu un petit problème. Donc, du coup, bienvenue à ce nouveau webinaire Archipel. Aujourd'hui, du coup, on va être avec Alexia Gobrecht qui va nous présenter l'évaluation environnementale de la digitalisation de l'agriculture, enseignement des projets Occitanum et Codex. Donc, petit rappel sur Archipel. Donc, c'est un projet CASDAR démultiplication qui vise à activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Donc, on cherche à favoriser l'appropriation et le déploiement massif d'usages numériques qui sont éprouvés par des agriculteurs et des conseillers. On travaille ça à partir de l'analyse d'outils de pilotage pousse de l'herbe et réduction des intrants en arbovitie. Donc, c'est les deux filières bossées dans le projet. Ruminant, pousse de l'herbe et puis réduction des intrants en arbovitie. Et on travaille ça en alliant expertise technique, économique et sociale, puisque du coup, on a beaucoup de partenaires dans le projet. Les étapes du projet, je passe un petit peu vite, vous n'hésitez pas à me recontacter et me poser des questions, mais on sait que du coup, il y a une communauté qui nous suit et qui voit tous ces webinaires, donc c'est toujours les mêmes premières slides de présentation. Donc, je vous rappelle du coup les étapes du projet où du coup, on visait dans un premier temps à capitaliser. On est en train de finaliser cette partie-là. Donc, on a inventorié les solutions numériques à expertiser. On est dans la caractérisation des usages par les conseillers auprès des agris et l'expertise en même temps aussi des différents usages numériques qu'on va très bientôt commencer à démultiplier en proposant des formations sur spécifiquement le volet high-low-tech, donc des solutions simples, autoconstruites. Et puis après, organiser la montée en compétences là, sur toutes les solutions et déployer et promouvoir des usages à travers des événements, des fiches, des vidéos. Donc, on va démarrer ce volet des multiplications cette année. Et tout au long du projet, on cherche à pérenniser l'archipel et à diffuser une méthodologie en fin de projet qui puisse permettre à d'autres régions de diffuser et de se mettre en place aussi un archipel de démultiplication. Donc, je vous le disais, on a beaucoup de partenaires. On est 2 régions impliquées, Pays de la Loire et Occitanie. Donc, on est copilote Chambre Pays de la Loire de la Chambre Occitanie, qui est pilote principal du projet. Et on travaille avec l'École supérieure d'agriculture d'Angers sur les volets notamment sociologie et déploiement des usages numériques. L'Institut de l'élevage, l'agro de Montpellier, avec notamment le volet high-low-tech, qui est porté par l'Institut agro de Montpellier. L'ECUMA Occitanie et 5 départements, chambres départementales de l'Occitanie et l'INRAE aussi. Donc là, du coup, le webinaire, il est enregistré, c'est déjà en cours et du coup, le replay vous sera envoyé et disponible sur LinkedIn pas longtemps après la fin du webinaire. Pendant la présentation, vous avez les micros coupés, mais il ne faut pas hésiter du coup à écrire dans la conversation vos questions, je suivrai ça. On vous enverra aussi la présentation complète. Et puis à la fin, vous aurez un temps d'échange, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions à ce moment-là. Voilà. Donc Alexia, je te laisse maintenant la main pour ta présentation. Ah, tu demandes le contrôle. Hop, voilà. Voilà, donc normalement c'est bon. Ça devrait fonctionner à distance. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui? Ouais, très bien. D'accord, ok, très bien. Bah, écoutez, donc déjà merci aux organisateurs du projet Archipel pour nous donner l'opportunité de présenter ces travaux. Donc moi je suis Alexia Gobrecht, je suis ingénieure à INRAE à l'UMR TAP à Montpellier. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les enseignements du travail qu'on a mené dans deux projets, donc Occitanum et Codex, sur l'évaluation environnementale de la digitalisation de l'agriculture. Donc j'ai à peu près une demi-heure de présentation aujourd'hui. Alors attendez, parce que du coup... Ok. Donc, juste quelques éléments de contexte sur le cadre dans lequel on a mené ces travaux. Donc, c'est des travaux qui sont portés dans le projet Occitanum, donc,
qui est un projet peut-être que vous connaissez déjà, qui est le Living Lab Agroécologie et Numérique en Occitanie. Qui est un projet de type territoire d'innovation qui a été financé par la Banque des Territoires et la région Occitanie, et dont l'objectif est de voir comment le numérique peut accompagner les transitions agroécologiques des filières agricoles dans la région. Et le deuxième projet dans lequel s'inscrivent ces travaux, c'est le projet européen Codex, qui est porté par l'Université de Pise et qui regroupe une trentaine de partenaires à travers l'Europe, et qui vise un petit peu le même objectif, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les technologies numériques peuvent contribuer à une agriculture plus durable. Donc, pas agroécologie forcément dedans, mais qu'on a des objectifs de durabilité. Donc ces deux projets-là, en fait, embarquent finalement une réflexion autour de comment on peut capter les effets qui sont positifs et négatifs de l'usage des technologies numériques, pour comprendre en fait quels sont les bénéfices, essayer de voir si on peut même les maximiser, et puis d'en limiter les impacts. Voilà. Et donc, en fait, enfin, il y a d'autres objectifs dans ces projets, mais nous, on travaille principalement, donc à INRAE, à regarder à la fois quels sont les impacts environnementaux, donc à essayer de produire de la connaissance sur quels sont ces impacts qui touchent l'environnement lorsqu'on utilise ou on adopte les technologies numériques. Et puis, il y a un deuxième volet qui est l'évaluation des coûts et bénéfices sociaux. Donc, on est plutôt centré cette fois-ci sur l'usager, sur l'usage. Et donc, au mois de juin, dans le même cadre que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on va avoir une intervention de mon collègue Maro Flores là-dessus. Ce qui réunit aussi Occitanum et Codex, c'est qu'on travaille vraiment en lien avec le réel, avec le terrain, avec des communautés de pratiques qui se sont organisées dans ce qu'on appelle des Living Labs ou des Open Labs dans Occitanum, en fait, qui sont des personnes, donc des agriculteurs, des conseillers, des instituts techniques, la recherche, les politiques publiques, etc., qui se regroupent pour essayer de trouver en fait des solutions opérationnel embarquant du numérique pour accompagner justement des objectifs de transition vers l'agroécologie, vers plus de durabilité. Et donc dans Occitanum, c'est organisé sous la forme de 7 Open Labs, donc c'est un peu ces Living Labs qui sont organisés par filière agricole. Et dans le projet Codex, on a une vingtaine de Living Labs à travers l'Europe, également organisés autour d'une communauté de pratique. Et donc, il y a deux Living Lab, Open Lab qui sont communs dans les deux projets, qui sont l'Open Lab Viti dans le Tarn et puis l'Open Lab Élevage dans le... Voilà. Et donc, nous, on sait particulièrement, donc aujourd'hui, l'objet de mon intervention, c'est de travailler sur, enfin, d'essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre de l'évaluation environnementale. Donc, on parle d'évaluation environnementale de la digitalisation de l'agriculture. Et donc, ce qu'on appelle digitalisation, c'est vraiment ce processus qui consiste en fait à introduire une technologie numérique, alors au sens vraiment très large. Ça peut être un capteur, mais ça peut être aussi un ensemble, une chaîne technologique qui part d'un drone qui acquiert des images et qui va produire des cartes de modulation et qui vont ensuite permettre de moduler, par exemple, de la fertilisation dans les parcelles. Donc en fait, voilà ce qu'on appelle outil numérique. Et donc la digitalisation, c'est ce processus d'adopter une technologie numérique, de l'introduire dans le processus pour devenir en fait un processus dit digitalisé. Donc, pourquoi on s'intéresse un petit peu à l'évaluation environnementale? Enfin, déjà, les technologies numériques, elles sont, lorsqu'elles sont introduites, elles vont modifier un certain nombre de choses, notamment les intrants, les rendements, par exemple, des usages énergétiques, l'organisation du travail, etc. Et elles sont souvent mises en avant par les pouvoirs publics, également par des différentes communautés. Elles sont considérées comme un levier pour réduire l'empreinte environnementale. Justement, si elles agissent pour réduire les intrants, cet effet est assez intuitif. Par contre, le numérique en tant que tel soulève un certain nombre de controverses, de questions, d'enjeux, on va dire. Par exemple, on peut citer les enjeux autour de la gouvernance des données, autour de la technodépendance, etc. Et l'enjeu autour du coût environnemental de ces technologies, par exemple, les ressources nécessaires pour construire ces technologies, l'énergie qui est nécessaire pour stocker les données, etc. En fait, elles présentent elles-mêmes un coût environnemental.
Par contre, il y a vraiment peu de références, en fait, on va dire finalement peu d'études qui regardent spécifiquement l'usage des technologies numériques dans le secteur agricole. C'est peu documenté et donc nous, on s'est posé un peu la question de savoir est-ce que déjà l'adoption des technologies numériques dans un processus agricole, est-ce qu'elle transforme l'impact environnemental? Et si oui, par quel mécanisme? Est-ce que c'est la technologie elle-même qui introduit une espèce de gros impacts, de gros coûts, ou est-ce que c'est plutôt lié au changement que cette technologie va entraîner parce qu'elle est introduite dans le processus agricole? Donc nous, on va se situer principalement à l'échelle de l'exploitation agricole dans ces travaux-là. J'ai passé vite tout à l'heure, mais donc on a une équipe hein, qui travaille sur ces volets-là, et notamment dans le cadre d'une thèse qui a été réalisée par Clémence Huc, qui s'est terminée donc l'année dernière. Et donc souvent dans une thèse, on commence par ce qu'on appelle la revue littérature. Et c'était à la fois pour montrer qu'il y avait eu peu d'études et aussi pour savoir un petit peu comment la communauté scientifique s'était attachée à répondre à l'évaluation de l'impact environnemental. Comment concrètement on peut s'y prendre. Donc, je vais juste vous présenter rapidement cet état de l'art et puis ça va me permettre d'introduire aussi la méthode qui finalement a été utilisée, qui est l'analyse de cycle de vie. Donc, cette revue systématique de littérature, hein, Clémence, elle a identifié 69 études. Donc principalement, les études les technologies numériques qui étaient dans ces études étaient, on s'y attendait, hein, des technologies issues de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, donc vraiment pour la gestion des intrants, la gestion technique des processus. Il y avait une partie aussi des études plus récentes qui touchaient le domaine de l'automatisme et de la robotique. Et puis, on a trouvé quelques études sur de la traçabilité pour les supply chains, et puis également des études autour de systèmes de décision stratégique. Voilà, donc c'était anecdotique. Et le deuxième élément, c'est que la plupart des études portaient sur les productions végétales. Donc là, c'était aussi pas forcément une surprise, cette association de agriculture de précision pour les productions végétales étant aussi aujourd'hui le cœur des thématiques de l'agriculture numérique. Donc, si on a regardé ensuite un petit peu plus quel type de méthode d'évaluation environnementale qui était utilisée dans ces études. Donc, il y avait certaines qui utilisaient des méthodes qui utilisaient un cadre non formalisé, comme la comptabilité énergétique, la comptabilité carbone. Donc, quand je dis non formalisé, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cadre méthodologique derrière, on compte des choses. Certaines utilisaient des méthodes un petit peu plus formalisées, mais qui sont monocritères, c'est-à-dire qu'on va regarder par exemple juste l'empreinte eau ou juste l'empreinte carbone. On va simplement s'attacher à regarder, on va dire, un élément de tous les impacts environnementaux qui peuvent être produits. Et puis enfin, 52% des études ont appliqué le cadre méthodologique de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'est l'analyse de cycle de vie, je vais donner quelques éléments de compréhension et ça aidera ensuite pour comprendre les résultats que je vais vous présenter. Voilà, alors les principes de l'ACV, la première chose, c'est que c'est une méthode d'évaluation qui repose sur une approche dite de cycle de vie. Donc, ça signifie que les impacts du produit ou du service qui sont évalués de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du processus ou du service. Par ailleurs, c'est une approche dite multicritère. On va regarder un produit, un service qui est évalué selon un ensemble de catégories. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait certaines évaluations qui étaient faites de manière monocritère. On va regarder par exemple juste le changement climatique à travers les émissions carbone, le bilan carbone. Mais ici, dans l'analyse de cycle de vie, elles sont regardées à travers un ensemble de catégories d'impact qui vont quantifier en gros le changement qu'il y a dans l'environnement. Et en fait, cette approche multicritère, elle est essentielle parce qu'elle permet d'identifier ce qu'on appelle les transferts d'impact. Par exemple, dans un scénario A, ici représenté en jaune, on peut avoir une diminution
lorsqu'on a un scénario B différent, une diminution de l'impact changement climatique, de la catégorie d'impact changement climatique. Mais à l'inverse, on va avoir entre ces deux scénarios une augmentation de l'impact eutrophisation terrestre. Et donc, si on regarde, si on reste monocritère, on va regarder juste le changement climatique. Certes, ça va nous apporter des éléments de réponse, mais si on ne regarde pas ce qui se passe dans les autres catégories d'impact, on va peut-être passer à côté d'éléments qui sont tout aussi problématiques. Voilà. Et enfin, la CV, c'est une approche dite fonctionnelle. Donc, en fait, on va choisir une unité fonctionnelle qui va permettre de quantifier la fonction que le produit ou le service donne. Et en fait, ça permet d'avoir un élément de comparaison, par exemple, entre différents scénarios. Donc, par exemple, une unité fonctionnelle ici, assister à une réunion ou à un webinaire, aujourd'hui d'une heure ou de 2 heures, ça permet de comparer à la fois un scénario où on va assister à cette réunion en visioconférence, avec un scénario où tout le monde va se déplacer en train pour aller assister à cette même réunion dans un amphithéâtre à Paris. Et donc, en fait, la formalisation de cette unité fonctionnelle, la fonction que remplit en gros le processus qu'on étudie, permet de comparer des scénarios différents. Voilà. Alors, c'est une méthode qui est normée, hein, avec une norme ISO, et qui, en fait, cette norme donne les 4 grandes étapes de la CV, qui sont, donc, dans un premier temps, définir les objectifs et le champ de l'étude, c'est-à-dire on va limiter, en gros, on va définir cette unité de fonctionnel, et puis on va aussi limiter le système dans lequel on va inclure ou exclure les différents processus. Donc ça, c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on fait bien en amont de se lancer dans la CV. La deuxième étape, c'est l'inventaire de cycle de vie. Donc à chaque étape, on va quantifier les émissions, les ressources consommées par le produit ou le service. Et c'est une étape qui demande, c'est vraiment une étape qui demande énormément de ressources pour aller chercher en fait toutes ces données qu'on peut trouver soit directement sur le terrain, on peut mesurer, on peut faire des entretiens, ou qui sont aussi disponibles dans des bases de données. Donc pour l'agriculture, on a la chance parce qu'en France, on a une grosse base de données qui regroupe toutes les informations et les données des systèmes agricoles qu'on appelle AgriValise, peut-être que. Et la troisième étape, c'est l'évaluation des impacts en tant que tels. En fait, on va regarder les émissions et les ressources consommées qui sont quantifiées donc, dans l'étape précédente et on les traduit en impact. Donc, on va traduire en gros ces ressources et ces émissions en éléments qui permettent en gros ensuite de les visualiser sur différentes catégories d'impact. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui permettent de faire cette fameuse traduction. Et enfin, la dernière étape, c'est une étape d'interprétation des résultats. Et en fait, on peut, en fonction, revenir sur les étapes précédentes. Donc, on considère que la CV, c'est une méthode dite itérative. Alors, quels sont les premiers enseignements qu'on a trouvés donc, au regard des méthodes, enfin des études analysées par Clémence Huc? En fait, de manière un petit peu à répondre à cette controverse du numérique, les études ont montré que 91% de ces études montraient que les impacts environnementaux diminuaient. C'est un premier élément. Et dans une dizaine de pourcents de ces études, la digitalisation augmentait certains impacts environnementaux. Voilà. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un mais. C'est-à-dire qu'un des travaux de Clémence, c'était de regarder effectivement si la méthode ATV avait été bien appliquée. Et donc, elle a identifié un certain nombre de limites. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'en citer quelques-unes qui sont importantes à prendre en compte. La première, c'est dans le cadre de la définition des objectifs et du champ d'étude. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était là où on regardait qu'est-ce qu'on incluait dans le système et qu'est-ce qu'on excluait. Et en fait, dans la plupart, dans les 2 tiers des études de sa revue Biblio, la technologie elle-même n'était pas inclue dans le champ de l'étude. C'est-à-dire qu'on regardait simplement les effets de l'usage de la technologie numérique, par exemple, sur les intrants. On diminue les intrants parce qu'on est plus efficient, etc. Les impacts environnementaux, de facto, vont diminuer. Mais par contre, on n'a pas du tout regardé quel était l'impact environnemental de la technique qui avait pu être utilisée dans le système.
Donc ça, c'était principal. Enfin, donc ça, c'était un peu une surprise quand même, parce que ça dénature un petit peu l'aspect positif en fait de ces résultats. Et donc, ça s'est vraiment traduit par le fait que finalement, les cycles de vie des technologies numériques sont peu documentés. C'est des technologies souvent émergentes. On a des bouts de données de combien ça impacte avoir un stockage d'un téraoctet, etc. Mais il y a en fait un manque de données. Et ça a été aussi un des freins pour les chercheurs, les scientifiques, d'inclure la technologie dans les limites du système. Voilà. On a aussi trouvé qu'il y avait un certain nombre de publications qui ne regardaient que un ou deux ou trois impacts et pas tous les impacts. Donc, par rapport au transfert d'impact que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était aussi un petit peu problématique. Et enfin, qu'il y avait beaucoup d'études où la différence entre le scénario A, donc le scénario de référence qui n'intègre pas la technologie, et le scénario digitalisé, finalement la différence était souvent dans ce qu'on appelle la zone d'incertitude, c'est-à-dire à peu près 10%. Et dans ce cas-là, généralement, on fait des analyses d'incertitude pour bien voir si c'est significatif ou pas. Et ces études-là embarquaient peu d'analyses d'incertitude. Je suis passée un petit peu vite, désolée. Voilà, donc là, je vous ai donné quelques éléments pour bien comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. Donc, nous, on a décidé de conserver en fait l'analyse de cycle de vie comme cadre méthodologique à travers les travaux que menait Clémence. On a compris aussi l'importance notamment d'inclure la technologie numérique dans le système, d'essayer de bien comprendre en gros comment la technologie numérique transformait les pratiques, etc. Et donc, on a pu s'appuyer sur des études de cas dans le cadre des projets Codex et Occitanum, donc pour faire ces analyses de cycle de vie et essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements. C'est l'objet de la deuxième partie de mon exposé. Donc, on s'est basé sur une dizaine de cas d'usage dans Codex, Occitanum est inclus dedans. Pour lesquels on a donc pu collecter des données quantitatives pour réaliser différentes analyses. Et donc, je vais juste rapidement décrire le type de technologies qui ont été utilisées dans ce cadre-là. Donc, on avait 7 cas d'usage qui portaient sur l'utilisation de capteurs, donc le capteur IoT, que ce soit des stations météo ou des capteurs dans les plans d'humidité ou des capteurs sol. Et donc aussi un compteur à ligne pour l'élevage humain. Et donc sur des filières assez variées, donc on a de la vigne, on a de l'arboriculture, on a des grandes cultures, on a du maraîchage et puis un cas d'élevage. Et enfin, on avait un deuxième type de technologie qui sont ce qu'on appelle drones et automatiques. Donc on avait 2 drones et puis un système d'autoguidage. Voilà, donc pour chacune de ces exemples, à chaque fois c'était dans des exploitations agricoles. La plupart étaient des exploitations agricoles dites commerciales, en fait, traditionnelles. Et puis on a quelques cas qui étaient en lien avec plutôt des stations expérimentales. Donc on a réalisé l'analyse de cycle de vie pour chacun de ces cas d'usage. Dans une méthode dite comparative, donc comme tout à l'heure, on compare un scénario avant et après l'adoption de la technologie. Et nous, nos questions derrière, c'était d'à la fois regarder quels étaient les impacts environnementaux de ces 2 scénarios, et donc pour pouvoir faire un petit peu une approche comparative. Quelles sont les étapes dans chacun de ces procédés qui impactent le plus, et quelle est la part de la technologie numérique dans ces étapes. Voilà, l'objectif, c'était en fait d'essayer de comprendre justement, répondre à cette première question qui était quels sont les mécanismes qui font modifier les impacts environnementaux. Alors, je vais vous présenter juste rapidement 3 cas, à la fois pour vous montrer comment on procède lorsqu'on fait des analyses de cycle de vie, et puis essayer de vous montrer quel type de message on peut sortir. Mais j'insiste sur le fait que ce sont vraiment des monographies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer des conséquences, à la fois parce que les analyses de cycle de vie sont très contexte dépendants. En fait, on va avoir des résultats sur un cas d'usage ici qui va être peut-être totalement différent, alors qu'on utilise le même type de technologie dans un autre pays. C'est très contexte dépendant. Et puis en plus, c'est des données qui ont été récoltées sur 1 ou 2 années en courant du projet. En tout cas, nous, ça nous a donné des éléments de réflexion.
Donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On discute avec les agriculteurs, c'était des coordinateurs de Living Lab, pour essayer de décrire en gros les processus qu'on souhaite étudier, donc ce qu'on appelait tout à l'heure la première étape. Donc nous, on a décidé de regarder comment protéger un hectare de vigne avec ou sans l'usage de stations météo. Ici, donc c'est la brique technologique, et donc on a demandé à l'agriculteur qui nous explique comment se passait son processus pour protéger un hectare de vigne avant et puis après. Et donc l'idée c'est de dire, moi j'utilise des données issues de stations météo qui m'ont aidé à mieux prendre en compte en fait le contexte climatique et les risques. Et donc finalement, j'ai réduit à la fois mon nombre de passages de tracteurs et j'ai réduit, à travers ces deux passages, de deux fongicides et un insecticide. Donc, bon, je vous passe derrière toutes les données qu'on collecte pour faire ça, mais en l'occurrence, on peut réaliser l'inventaire de cycle de vie et la CV, et donc calculer ces fameux indicateurs. Donc, comment on lit en fait ce type d'informations? Déjà, vous avez ici tous les indicateurs à gauche d'impact. Donc, vous retrouverez climate change, changement climatique, vous retrouverez ressources minérales, voilà, ce qui sont excusez-moi, c'est parti, qui sont des indicateurs en fait qui sont automatiquement calculés à partir des données qu'on rentre. Et vous avez donc pour chaque indicateur enfoncé, donc en plus foncé, les impacts du processus de référence, donc tout est normalisé à 100%, et dans les barres colorées, vous avez les impacts du processus digitalisé, donc celui qui a embarqué en gros la brique technologique. Donc rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que ici, dans ce cas d'usage en particulier, on a une diminution des impacts environnementaux dans le cas du processus digitalisé, si on le compare à avant l'usage de ces informations. Donc c'est principalement dû au fait qu'on a réduit à la fois le nombre de passages de tracteurs. Donc vous voyez que ce qui impacte le plus, finalement, c'est le fuel finalement utilisé par tracteur. Donc on a réduit de 8 à 6 passages, et donc on voit que ça se reporte un petit peu de manière proportionnelle sur toutes les catégories d'impact. Ce qu'on voit, un deuxième message qu'on peut voir, c'est que la brique numérique en rouge, elle s'est rajoutée aux impacts du scénario digitalisé. Cependant, on voit que cette augmentation, elle est minime. Donc là, on retrouve finalement quelque chose qu'on a retrouvé de manière assez générale, c'est que finalement, la brique numérique, quand elle s'ajoute dans le processus digitalisé, finalement, son impact est faible par rapport à l'impact du processus agricole en tant que tel. Donc, c'est que l'agriculture, c'est quand même un secteur qui présente des coûts environnementaux. Alors, un deuxième exemple, c'était en Grèce. Donc là, cette fois-ci, on était dans le cadre d'une expérimentation avec l'Université d'Athènes, qui a donc aussi une exploitation agricole. Et donc, avec toutes les autorisations nécessaires, ils ont pu tester et comparer l'application de produits phytosanitaires pour protéger un hectare de vigne, ça c'est notre unité fonctionnelle, et de comparer si on le fait avec un tracteur ou si on le fait avec un drone. Donc là, on a la même quantité de produits qui a été appliquée avec deux modalités d'application différentes. Donc voilà, on n'a pas changé ni le type de produit, ni la quantité. Donc là, de la même manière, donc toujours la barre du haut, vous avez le scénario digitalisé et la barre du bas de chaque catégorie d'impact, le scénario de référence. Alors là, vous voyez qu'on a quelque chose d'un petit peu plus mitigé, c'est-à-dire que pour les catégories d'impact dans lesquelles qui ne sont pas entourés en rouge, on a le scénario de référence, donc celui qui utilise le tracteur, qui est beaucoup plus impactant que l'autre scénario avec le drone. Donc ça, c'est principalement dû au fait que
En fait, en supprimant l'usage du tracteur et donc en supprimant le fuel, on diminue fortement les impacts. Donc ça traduit aussi le fait de l'importance de la mécanisation et l'usage du machinisme dans les impacts environnementaux. Et par contre, de manière contrastée, on a trois catégories d'impacts où les impacts ont fortement augmenté. Euh, ce sont les ressources minérales qui sont principalement liées aux composants qui sont nécessaires pour fabriquer les drones et les batteries. Et ensuite, vous avez deux autres catégories d'impact qui, elles, sont assez dépendantes de l'énergie utilisée, et donc notamment l'électricité. Et donc, dans ce cas-là, ça dépend de chaque pays, mais en Grèce, on utilise un mix énergétique qui est particulièrement consommateur de. Voilà. Donc là, on a un exemple où on a substitué le tracteur par un autre vecteur pour la pulvérisation, et on a quand même une conséquence assez importante sur les impacts environnementaux. Et donc, je vous présente un troisième cas d'usage. Donc, c'est le cas où, donc c'est en France, c'était fait en partie à Montpellier, puis en partie dans le Tarn avec l'IFV. Donc là, l'idée, c'était de regarder l'introduction, en fait, la seconde montre d'un système d'autoguidage pour un tracteur. Donc le tracteur existait déjà, c'est le même, et donc on a été surimposé un système qui permettait l'autoguidage. Donc quand je dis surimposé, on a équipé le tracteur d'une base qui permet la géolocalisation, et puis donc d'un système de visualisation, en gros, avec une console dans le tracteur. L'unité fonctionnelle, c'était de désherber mécaniquement la vigne. Donc, on avait le même itinéraire technique avant et après l'introduction en fait, du système d'autoguidage. Donc, la seule chose qui s'est surimposée dans le système digitalisé, c'est tout le système qui permet l'autoguidage. Et là, ce que vous allez voir, c'est un petit peu à vous habituer au type de résultats qu'on reçoit. Donc, vous avez toujours les mêmes catégories d'impact. Ce qu'on voit, c'est qu'entre le scénario numérique et le scénario de référence, on a eu très peu de différences liées au fait qu'on avait exactement le même itinéraire technique, le même nombre de passages de tracteurs, le même nombre d'usages, etc. Et en jaune, vous avez la partie liée à la brique technologique qui s'est rajoutée. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, en fait, la plupart des catégories d'impact, on a un très faible apport de la brique technologique aux impacts environnementaux, sauf pour les ressources minérales. Et en fait, on était vraiment sur un système où il y avait quand même un certain nombre de composants qui nécessitaient, qui étaient nécessaires pour construire. Ce que je tiens à noter, c'est que finalement, on se retrouve ici dans un usage d'une technologie numérique, une introduction d'une technologie numérique qui va, dans ce cas-là précis, n'a pas changé les impacts environnementaux de manière drastique, n'a pas transformé les pratiques de l'agriculteur, mais par contre qui a apporté du confort. Et donc là, on bascule dans quelque chose d'un petit peu différent, qui sont finalement les coûts et bénéfices sociaux centrés humains. Vous renverrez sur mon collègue Marot pour ce travail-là. Mais quelque part, on va retrouver à un moment donné des usages des technologies numériques qui finalement ne vont pas forcément avoir directement un impact, des changements transformatifs et des impacts environnementaux cette fois-ci. Alors, voilà, c'était trois exemples un petit. Ah, Alexia, tu nous entends? Ouais, ça y est, je suis revenue. Je suis désolée, Ah, j'ai eu une coupure. pas de souci. C'est bon? Ouais, Ok. c'est bon. Donc voilà, j'ai montré trois exemples, mais si on regarde la synthèse en gros de ces dizaines de cas qu'on a réalisés, finalement on va mitiger un petit peu les conclusions qu'avait faites Clémence dans sa publi où elle avait dit on a 90% des études qui montrent que les impacts diminuent. Alors nous on trouve quand même que dans la moitié des études on a une réduction significative des impacts. Donc quand je dis significatif, c'est plus de 10%. Des impacts dans la plupart des catégories, mais que quand même sur la moitié des études, on a plein de catégories où finalement l'écart est très faible et rentre dans cette fameuse zone d'incertitude.
Donc ça, c'est principalement lié au fait que ces technologies-là qui ont été utilisées dans ces cas d'études, elles étaient là pour optimiser les intrants, elles étaient là pour essayer d'augmenter le rendement, de réduire l'usage du machinisme, etc., qui sont finalement trois éléments qui ont des conséquences directes sur les impacts environnementaux. Et on a trouvé aussi que dans 60% des études, on avait certaines technologies qui étaient responsables d'un impact important, d'un impact accru dans certaines catégories, et notamment les ressources minérales et les radiations ionissantes, donc celles qui sont liées à l'énergie utilisée. Donc, on retrouvait un certain nombre de conclusions de Clémence, mais on a pu quand même montrer que de l'importance en fait d'intégrer aussi les technologies numériques dans les systèmes. On a montré aussi que finalement la technologie, elle contribuait peu aux impacts environnementaux, et ça c'est dans quasiment, sous réserve de ce que je viens de dire précédemment, dans certaines catégories c'est assez important, mais que globalement, si on faisait le rapport entre la part de la technologie numérique et la part du processus agricole, on avait quand même des ratios qui étaient assez faibles concernant le numérique. Voilà. Et donc, un des gros messages, c'est finalement de dire que les technologies numériques, elles permettent de réduire l'impact environnemental, mais que c'est lié à la transformation qu'elles génèrent dans le processus agricole. Par exemple, diminuer les intrants, par exemple, optimiser le temps d'utilisation des machines, etc. Donc, c'est quelque part une conséquence de l'usage, finalement, un deuxième effet. Et donc, on s'est reposé la question, on a dit, mais finalement, est-ce que on peut se poser la question de quelle est la marge de progrès? C'est-à-dire dans un système agricole dans lequel on est déjà très optimal, on est déjà peut-être accompagné, on a travaillé un petit peu avec les données du réseau Défi et puis l'OAD Citré, on a essayé de regarder finalement mais des viticulteurs qui sont déjà accompagnés par un conseil, etc. Est-ce qu'ils sont déjà pas dans un optimum de la gestion de leur pratique, et donc du coup, finalement, on a peu de marge de progrès, et à l'inverse, on peut avoir des exploitations qui ont une forte marge de progrès pour réduire et rendre plus efficaces leurs pratiques grâce aux technologies numériques. Donc ça, en fait, c'est un peu une nouvelle question qui est issue de ces travaux. Voilà, dans quelle mesure la technologie numérique, elle va entraîner des changements au niveau des étapes du processus agricole qui sont finalement les plus impactantes environnementalement. Parce que là, je n'ai pas vraiment montré, mais finalement, on a pu aussi, à travers ces études, regarder dans un processus agricole, qu'est-ce qui impactait le plus? Est-ce que c'était l'usage des machines? Est-ce que c'était la fertilisation? Est-ce que c'était la protection phyto? Est-ce que c'était l'irrigation, etc. Et donc, en fait, on peut regarder ce combo, cette combinaison entre une technologie et l'étape du processus qu'elle va affecter. Si c'est la phyto, mais que finalement la phyto, dans l'ensemble du processus, elle ne concerne que 15% des impacts, peut-être que voilà, on peut se poser la question de l'intérêt. Et donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder s'il y a un lien entre finalement l'effet transformatif qu'a la techno sur le système de production, et puis finalement, cette capacité qu'elle a à réduire les impacts. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé les différents cas d'usage dans cette matrice, où en axe des Y, vous avez le niveau technologique qui est qui concerne la technologie en tant que telle. Donc, quand on regarde niveau technologique, on regarde un petit peu le coût, la complexité de l'usage, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour l'usager. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appellera un haut niveau technologique. Et un faible niveau technologique, on va être plutôt sur du low-tech, low-cost, avec moins de complexité ou moins de compétences nécessaires. Et puis, sur l'axe des X, on tâtonne un peu, mais on se dit qu'il y a un lien entre l'effet transformatif de la technologie et ce qui est important. Par exemple, le drone, on l'a mis en haut à droite parce que là, on a vraiment fait une substitution du tracteur par le drone. Et on peut imaginer que complètement à droite, alors il n'existe pas encore on n'a pas identifié encore de technologie qui serait là, là où il y a ma souris, mais on pourrait imaginer vraiment des usages de type jumeaux numériques ou des simulateurs qui permettraient finalement de faire des études de cas dans lesquelles on aurait vraiment une substitution. Donc, quand on pense à l'agroécologie, quelque part, on a un changement assez profond, on imagine un changement assez profond en fait, des systèmes de production
Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas identifié de technologie numérique qui transformait profondément les systèmes de production. J'en arrive à ma dernière slide. Ce qu'on a montré jusqu'à présent, c'est que l'analyse de cycle de vie pouvait apporter des éclairages sur les impacts environnementaux de la digitalisation de l'agriculture, sous réserve, bien sûr, qu'on mette en œuvre en fait, cette méthode de manière la plus rigoureuse possible. On a vu aussi à travers ces cas d'usage que les résultats sont très contexte dépendants. Voilà, on ne peut pas généraliser, hein, c'est vraiment attention, ne prenez pas pour argent comptant chacun des résultats de chacun des cas d'usage. Par contre, on a montré que la brique technologique, elle impactait finalement peu dans ses impacts et que c'était vraiment la transformation du processus qu'il fallait aller regarder d'un petit peu plus près. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire là, à partir de ce travail? C'est déjà de travailler un petit peu sur la communication des résultats d'ACV. Je vous avoue que c'est un vrai challenge. Je ne sais pas, je dirais tout à l'heure si c'était clair ou pas clair, mais en fait, on a des résultats qui sont complexes à la fois à introduire, à comprendre, à interpréter, et en même temps, si on les simplifie trop, on risque de perdre un certain nombre de messages importants. Donc voilà, on a ce travail-là un petit peu à faire. Et puis l'idée aussi, c'est que, au regard de ces résultats, d'essayer d'avoir si on ne peut pas avoir une approche un peu plus simplifiée qui anticiperait les impacts environnementaux potentiels. Notamment si on sait aujourd'hui que les technos de type réseau de capteurs, météo, etc., on sait sur quoi elles jouent, on sait que ça va jouer par exemple sur le raisonnement de la protection phyto, ben, on peut peut-être pour la vigne déjà identifier que les changements d'impact ils vont se tenir là-haut, sans forcément quantifier, mais au moins avoir des supports de discussion. Et enfin, donc la digitalisation, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est aussi un processus de transition sociale qui se manifeste dans 3 domaines qui sont très liés. On a le bien-être individuel, l'organisation du travail, les relations sociales, et pas que au sein de l'exploitation, hein, ça peut être aussi les relations entre l'exploitation et son territoire. Et donc, il faut aussi en tenir compte. C'est une histoire de compromis et aussi de valeurs que va avoir l'usager par rapport à justement ses coûts et ses bénéfices. Et donc, je pense que vous serez également invité à assister aux travaux de Maro Flores le 9 juin dans ce cadre des webinaires d'Archipel. Voilà, j'espère que j'ai été claire et n'hésitez pas, on a un petit peu de temps pour des questions. Je crois que voilà. Ah bah voilà, c'était OK. Bah oui, bah merci beaucoup Alexia. C'était en effet très riche, très clair. Je pense que le challenge est relevé. C'est en effet complexe, mais c'est compréhensible. Du coup, c'est le moment des questions. Alors du coup, dans le chat, qu'est-ce qu'on retrouve? Camille demande quelle cible vous identifiez côté Occitanie Minerais pour ce travail. Alors, je vois que ça a été posé à 11h43, donc on doit être sur, sur Juste ta dernière sur la slide, si tu veux remonter dessus éventuellement. Donc, attends, si je fais ça, je remonte, c'est bon. Ouais, j'ai plein de mots. Voilà, j'imagine normalement. Sur la communication des résultats, peut-être? Certainement. Ok, ouais. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez. Je pense que là, vous avez la possibilité de réactiver vos micros si vous voulez poser des questions directement. Bonjour. Mais bon. Oui, c'était pour savoir au niveau du transfert des résultats, à qui vous transmettez ces résultats? Est-ce que vous attendez Alors, du pour coup des cibles que l'instant, vous identifiez ensuite comme on après a ces acheté... travaux? Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, on a... Comme le fonctionnement était quand même très étroitement lié aux communautés de pratique avec lesquelles on interagissait dans le cadre du projet Codex, on a eu l'opportunité de présenter à chaque fois ces résultats à ces communautés de pratique. Donc là, on était vraiment plutôt un petit peu comme aujourd'hui, on peut présenter des résultats à, à des conseillers agricoles, des agriculteurs, mais qui ne se déplacent pas forcément tout le temps. Mais par contre, ce qu'on souhaite faire, c'est en fait différencier le public
dans les formats de communication des résultats. C'est-à-dire que on va pas avoir forcément la même façon de communiquer les résultats si on regarde les aspects techniques, en gros, qui ressortent de ces travaux, ou les aspects plutôt politiques. C'est-à-dire en termes de politique publique, on va peut-être avoir des messages un petit peu plus différents. Enfin, des messages différents. Donc, nos cibles, en fait, c'est les acteurs, ce qu'on appelle l'AKIS, quoi, les acteurs de l'innovation en agriculture. Je sais pas si c'est un travail qui démarre. D'accord, merci. Merci Camille pour cette première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois, Alexia, challenge relevé, visiblement, ça a été Ou alors assez clair. Ou alors, j'ai perdu tout le monde. mais dites-le, hein, on a encore un quart d'heure. Si vous n'avez rien compris, on recommence. Et puis vous pouvez me contacter contacter si vous Alexia avez directement ou des idées, des envies. passer par l'équipe projet Archipel, il ne faut pas hésiter, on vous mettra en relation avec Alexia. Je regarde un peu les participants, il y en a certains qui connaissent déjà ces travaux. Oui. Voilà. Bon. En tout cas, je vous invite à reprendre la parole et poser une question s'il y a besoin, mais sinon, du coup, sachez que notre prochain webinaire Archipel, ça sera le 9 juin, justement, comme l'a annoncé Alexia sur les coûts et avantages. Attends, ouais, on refait ça? J'ai un doute là maintenant. Oui, la slide est bonne, ce que tu as annoncé le 9 juin, mais c'est par Mauro? C'est Maro, oui. Ouais, ok, qui nous fait une intervention sur le même sujet le 9 juin. Pardon, j'ai eu un bug, à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un mauvais copier-coller Non, sur c'est la ça. slide. Et ça, c'est complémentaire, hein. Je pense que Ouais. c'est intéressant de regarder d'un autre point de vue les coûts et bénéfices ou les impacts de la digitalisation. Super, donc voilà, si vous avez été intéressé par ce webinaire, raison de plus, là, rendez-vous le 9 juin sur le prochain qui va traiter avec un autre regard le même sujet. Et puis après, voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter, à Cécile Riondé et moi-même, sur le projet ou pour entrer en contact avec tous les participants à ces webinaires. Et bon, on va vous souhaiter un bon appétit et une bonne semaine à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toi, Alexia, pour cette riche intervention.